Alors bonjour à tous les internautes en cours de connexion. En ce moment, on est en direct de Port-Louis. On est en train de se pencher sur une affaire qui est en train de faire grand bruit sur les réseaux. Vous le savez, dernièrement, un chantier naval a été détruit sur la commune pour laisser place finalement à un site de gîte et de bungalow. Visiblement, les 1700 mètres carrés de terrain revendiqués par une femme corse lui aurait été cédé pour 65 000 euros. Donc on va tenter de faire la lumière sur cette histoire. Et en ce moment, nous sommes en compagnie de monsieur et madame Portier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour, oui, bonjour, je suis Madame Portier France-Lise. Alors, monsieur Portier, dites-nous qu'est-ce qu'il y avait finalement sur ce terrain. Sur ce terrain, il y avait tout d'abord la maison de ma grande sœur devant le chantier. On l'a fait écraser par RHI. C'était quand ça? Ça s'est passé en 2004. Ma sœur elle est morte en 2003. On a écrasé la maison en 2004. D'accord. Oui, La RHI. Pour la RHI. Et le chantier est resté toujours là. Comme c'était M. Barfleur qui était maire de Port-Louis, il a fait un de ses agents de prendre le courant qui était dans la maison, de le mettre dans le chantier pour me permettre de travailler. Et dans ce chantier-là, il y avait mon ouvrier, Jacques Nébouchon, et moi-même. Bon, après, je me suis trouvé malade. Le chantier a été construit depuis après le cyclone Hugo. Après le cyclone Hugo. Depuis 89-90. Il faut bien expliquer Oui. que tu n'avais pas de chantier, tu avais un hangar, tu travaillais sous les arbres. Et c'est après que le chantier a été construit. Oui, avec mon patron. Et comme mon patron était un magalanté, il réparait les petits canaux. Il n'y avait pas à ce moment des hors-bords, tout ça. C'était des petits canaux. J'ai pris à travailler avec des petits canaux. Et après ça, je suis parti en métropole en 66. J'ai fait un mois en métropole. Je suis parti sur Upigna. J'ai retourné un mois après sur Antilles. Et après mon retour, je me suis mis au travail. J'ai construit un petit hangar avec quelques feuilles de tôle. Ça s'est passé complètement avant le cyclone Hugo. Et après le cyclone Hugo a tout écrasé, j'ai refait le bon chantier maintenant. On a écrasé Actuellement. Et c'était mon cousin et moi. Donc un chantier naval, bien. C'était un chantier naval Portier. Oui. J'étais déclaré aux affaires maritimes, tout ça. Et après, je faisais un peu de pêche aussi. Et comme j'avais un bon ouvrier, Jacques Nébouchon, il travaillait avec moi très très bien. Mais le bonhomme qui a fait écraser le chantier, M. Clamy, je crois que c'est lui. Il était dans le chantier après mon accident, mon opération. J'ai opéré de la prostate avant. J'ai opéré de la prostate en 69. Après, je suis opéré du côlon en 2010, 2009 et 2010. Et en 2018, je me suis fait opérer du cœur. Alors, j'ai 3 grosses opérations. Et depuis là, le chantier, ça fait 12 ans que je ne travaille plus dans le chantier. Le chantier était là. Mais vous, il fonctionnait quand même le chantier ou pas? Oui, il y avait M. Clamy et avec M. Faoui qui travaillaient dedans. D'accord. Mais le courant était sur mon nom. Alors, lorsque l'EDF envoyait la facture pour moi, je l'ai apporté pour M. Clamy. Et depuis là, M. Clamy a abandonné le chantier. Il n'a même pas dit à M. Faoui qu'il abandonne le chantier. Même moi-même. Et comme ça, le chantier a été écrasé. D'accord. Ouais. Parce qu'il s'est retrouvé finalement à l'abandon, mais vous n'étiez pas au courant. Le maire, j'ai entendu hier à la télé, il a mis 2 conteneurs à la marina pour M. Clamy, pour travailler. Mais le conteneur, il n'y a pas de courant. Il n'y a rien. D'accord. Alors je ne sais pas, le chantier a été écrasé. Sans mon accord. Je ne savais même pas le jour où on allait écraser le chantier. Donc c'est un peu le travail de toute une vie qui Ouais, depuis à l'âge de 16 ans, je travaille là.
comme apprenti de réparer les petits canaux. Après, je me suis en train de faire des pirogues. Après ça, ce sont les robots contreplaqués qui sont venus à la mode. J'ai fait pas mal. Ouais. Avec M. Desbouchons. Mais vous étiez installé légalement ou pas? C'est ce qu'on se demande. Mais c'est-à-dire, le chantier, je l'ai mis là, c'était M. Edwige qui était maire de Port-Louis. Il ne m'a rien dit, comme si c'était là mon patron travaillait depuis XX des temps. Il ne m'a rien dit. Après, M. Barfleur est venu, le chantier était toujours là. Proposé des choses, monsieur. Ouais, des choses à refaire le chantier pour moi. D'accord. C'est comme une petite institution qui est Ouais. Et à l'époque, je ne me suis pas à la date, j'avais un chantier d'insertion. Non, pas de souci. Alors on continue notre petite investigation sur Port-Louis concernant justement ce chantier naval qui a été détruit donc la semaine dernière. Chantier naval qui était là depuis plusieurs décennies. Il y avait une dizaine d'habitations qui étaient par ici et qui ont donc été détruites dans le cadre d'une résorption de l'habitat insalubre, dans le cadre d'une RHI. Et c'est ce morceau de terre qui est en train de faire problème en ce moment sur Port-Louis. Bonjour. Canadis Télévision. Si vous voulez nous dire un mot, on est là. Hein. Si vous voulez parler de ce qui se passe, vous nous dites. Hein. Alors, Madame Portier, on est arrivé sur l'ancien chantier de votre mari. Oui, c'est exactement. C'était l'ancien chantier de mon mari. Et voilà, ils l'ont écrasé et on ne connaît absolument rien. J'aurais voulu savoir pourquoi. Ils n'ont rien dit à mon mari parce que c'est lui qui a construit son chantier. Ça fait des années. C'est où je l'ai connu. C'est où j'ai pris mon premier fils. J'ai eu mon premier fils en 77 et j'ai connu mon mari dans ce chantier à l'âge de 18 ans. Et voilà, j'aurais voulu savoir où se passent ces feuilles de tôle, ces poteaux, etc. On aurait pu lui dire qu'on va écraser pour qu'on puisse venir récupérer quelques feuilles de tôle et tout ça. Et entre parenthèses, je trouve que c'est admissible. On ne peut pas garder cela parce que mon mari était là, sa sœur était là et pas mal d'autres maisons. Ils ont délogé les gens qui se trouvaient sur ce littoral en disant que à cause de tsunami, maison insalubre, RHI et que personne ne devait construire. Et actuellement, à mon grand étonnement, je constate que ce sont deux femmes grosses que je ne connais pas qui vont construire là. Je trouve que c'est inadmissible. On ne peut pas garder cela. Alors, on vient voir la vie du voisinage. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Robert Galpin, donc du comité de défense des intérêts des personnes de Port-Louis. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette zone-là est une zone, enfin madame l'a déjà bien expliqué. En tout cas, nous, il y a un aspect juridique qu'on est en train de travailler dessus. On s'arrange pour que les éléments nécessaires soient mis sur la table. Et là, nous avons véritablement ce qu'il faut pour pouvoir le prouver. D'accord, mon ami Léo qui est là saura certainement vous en dire plus à ce niveau-là. Mais il y a cet aspect émotionnel. Lorsqu'on a vu tomber le mur, lorsqu'on a vu ce qui s'est passé là, on s'est dit qu'on ne peut pas rester insensible. Nous nous battons pour nos enfants, nous nous battons. Et c'est une lutte qui est juste. Nous avons les éléments qu'il faut et ça sera prouvé puisqu'on va les amener. On va prendre les avocats qu'il faut si c'est nécessaire. On a déjà commencé en ce sens. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas accepter une chose pareille. Ceci d'autant plus face à l'arrogance des personnes de Corse. Bon, parce que des fois... Pourquoi vous parlez d'arrogance? L'arrogance, parce que tout simplement, leurs propos même, hein, leur attitude déjà, mais leurs propos, parce que c'est eux qui nous ont amenés ici, donc nous n'avons rien à faire là. C'est eux qui vont faire en sorte que les taudis qui sont ici... Attends, ce sont des choses qui vous ont été dites? Les choses ont été dites. Non, mais absolument. Et donc les taudis qui sont là, c'est en créole, c'est nous qui avons aspect à l'autre côté, à l'autre lèvres. Vous savez ce que ça veut dire? Le dit que bas côté, on côté lèvres. Ça veut dire que bon,
Donc, c'est important pour nous. Nous tenions des murs, un mur qui était là, parce que bon, autant nous prendre comme ça quand même. Nous tenions un mur qui était là et qui tombait, enfin, il tombait, un mur qui était solide, mais qui tombait, ces coups de pelle là, nous savons qu'elle a dit que c'était un mur qui était censé tomber bientôt, etc. Franchement, ça était là pour vous, vrai, qui genre, ces coups de pelle là, aillent en l'air pour y croiser, quoi. Donc, tout ça, nous envie de dire que c'est inacceptable et que nous ne pouvons pas accepter de vivre comme ça. Monsieur. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, nom, prénom, fonction? Léo Boulat, membre du comité de défense de Port-Louis et des citoyens port-louisiens. Alors, il faut bien que tout le monde comprenne. Le fond du problème, finalement, c'est quoi? C'était l'occupation du chantier naval, c'est la destruction du chantier naval, c'est la construction peut-être à venir de bungalows. C'est quoi le fond du problème? Le fond du problème, il est très simple. C'est que dans le cadre d'une opération qu'on appelle l'opération Erachi, il y a eu une négociation qui a été faite entre la CEMAG, les 50 pas géométriques, la population de Port-Louis, la municipalité de Port-Louis, et on avait retenu que toutes les façades qui donnent sur la mer ne feront pas l'objet de construction. Et c'est à ce titre que les maisons qui étaient là ont été détruites contre le gré des personnes qui habitaient là, qui se sont portés acquéreurs des terrains et à qui on a refusé de vendre pour la simple et bonne raison qu'il y avait un risque et qu'on ne pouvait pas y dormir. Donc, si je comprends bien, les administrés et les personnes qui vivaient là étaient prêtes à se mettre en légalité et à acquérir justement ces terrains. Ce sont des personnes qui étaient là depuis plus de 50 ans. Donc ils étaient des possesseurs, ce qu'on appelle des possesseurs de bonne foi en droit français, qui sont trentenaires. Donc, puisqu'il y a eu une opération au départ demandée par la municipalité de l'époque, ça date de 90, etc., de 1990. Et après, avec Jean Barfleur en 1995, il y a eu une démarche qui consistait à dire qu'il allait avoir un projet ici et que dans le projet, il y avait une partie des terrains qui pouvaient être vendus pour les occupants compte tenu de la loi de 1981 de Mitterrand pour la résorption de l'habitat installé, mais surtout aussi pour ce qu'on appelle la réhabilitation des zones diffuses sur les 50 pas géométriques, la mise en conformité de ces zones-là. Donc dans ce cadre-là, effectivement, beaucoup d'occupants se sont portés à cœur, même moi je me suis porté à cœur, eux aussi. Mais puisqu'on a décidé que ces zones-là n'étaient pas constructibles au logement, donc leur demande a été refusée. Et donc on les a relogés dans des conditions et avec la possibilité d'avoir une indemnisation. D'ailleurs, il y a ceux d'entre eux qui n'ont pas encore. D'accord. Donc le fait qu'il y ait un programme de RHI, qu'on déloge un peu les gens, qu'on les replace, ça on a déjà vu ça. Mais comment se fait-il effectivement que les terrains aient été vendus par la suite? Voilà, alors c'est ça. Donc, et de la façon dont c'est fait. Il n'y a pas de publicité publique pour dire que le terrain est sinon tout le monde aurait été au courant. Tout le monde est au courant, tous les Port-Louisiens et surtout ceux qui étaient là avant vont se positionner, etc. Non, on voit un arrêté du maire qui date de janvier 2018. D'accord. Et qui dit en clair qu'il ne s'oppose pas à la vente du terrain, en clair. C'est-à-dire qu'il refuse son droit de préemption sur le terrain. Donc, il y a une formulation qui est faite pour ça. Donc, cet arrêté est pris en janvier 2018. D'accord. Et puis, nous voyons ça, nous avons formé un comité en 2018. Donc, c'est ça qui vous a déclenché en plus? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc parce que jusqu'à présent, aucun Port-Louisien ne se mettait dans la tête qu'il pouvait acheter le terrain là. Aucun. Puisqu'on vous a refusé. On a refusé. Donc, et on a chassé les gens qui étaient là. Donc comment ces gens-là ont pu avoir le terrain? C'est une question. Comment ils ont su, qu'elles ont su, parce que ce sont des femmes, qu'elles pouvaient avoir le terrain? Ça, c'est un premier point. Tu es obligé de passer par la mairie. On sait bien, tu es obligé de passer par la mairie finalement. Tu passes par la mairie, tu passes par la CEMAG. Donc, même si tu passais par la CEMAG avant, tu es obligé de passer par la mairie. Et je dis pourquoi. Parce que de l'autre côté, il y a dans le même esprit des terrains qui ont été dégagés et qui ont été mis sur la base de projets économiques. Donc là, c'est vendable. Et
On a constaté, puisqu'il y avait des porteurs de projets port-louisiens, que ces porteurs de projets port-louisiens ont été écartés par une astuce en mairie, c'est-à-dire qu'on a fait venir une commission économique et je ne sais, développement de la... On a fait venir un gros investisseur qui est très très proche du maire. Hein? On a convoqué 2-3 personnes et le maire lui-même est venu intervenir pour dire que ce projet-là, c'est le sien. Parce que Quel maire? le maire Victor Martin, Le maire actuel. le maire actuel. D'accord. Il est venu. Non, mais moi je veux pas. On est nullement. C'est pas parce qu'on est dans une période électorale qu'on doit se cacher les choses. Bon, la destruction se fait en période. Voilà, c'est exactement ça. Donc le maire Victor Martin, avec sa commission qui est présidée par M. Tola, ils ont convoqué une réunion, une rencontre entre porteurs de projets. Et le maire est venu défendre le projet de M. Rambinaïssin. M. Rambinaïssin qui est venu avec le Premier ministre à Port-Louis pour montrer son projet. Alors qu'il y avait là, il y avait M. Gensili qui était demandeur, il y avait M. Laurencin qui est actuellement occupant du terrain qui veut acheter un morceau, il y a une voisine qui est à côté qui voulait aussi acheter. Enfin, il y avait des gens qui s'étaient portés à cœur. Tous ces gens-là ont été écartés. Gensili, lui, voulait développer un centre nautique. Il voulait développer. Et j'ai rencontré le maire 5 fois avec lui. Il a toujours dit que c'était la CEMAC qui s'y opposait. Enfin, qu'il ne pouvait pas joindre la CEMAC. Au moment où on lui dit que nous allons joindre la CEMAC, on prend rendez-vous avec le responsable de la CEMAC qui s'occupe de l'opération, on constate que le gars a disparu. Pour venir nous dire 2 jours après que cette rencontre n'ait pas eu lieu, pour que le maire nous dise que la CEMAC n'est pas d'accord à ce qu'il y ait un centre nautique là, alors qu'on a un centre, on a dit nautique qui se fait pas loin. Exactement. Et pour nous dire, je ne sais pas par quel biais, un terrain qui était négocié par la CEMAC à 30 € avec nous, le comité, 60 € avec le maire Jean Barfleur, à l'époque, ce terrain-là est à 110 € le mètre carré. Et ici, non, il y a 38 € le mètre carré. C'est quoi ça? 38 € le mètre carré. Donc c'est vraiment Non, ça. mais c'est quoi ça? Les 1700 mètres carrés adjugés pour 65 000 €. C'est marqué, il y a un site sur lequel du gouvernement où on le 65 000 €. Donc ça veut dire que tout Port-Louisien devrait pouvoir se décider s'il l'avait su. C'est peut-être le nouveau barème du foncier, on ne sait pas, peut-être on n'a pas été mis au courant, et que maintenant un foncier au bord de mer est accessible à 38 € du mètre carré. Oui, probablement, mais enfin ça, vous avez compris, hein, il va falloir, non c'est très ironique, il va falloir que nous cherchions à comprendre ce qui se passe. Comment on peut expliquer une chose pareille? Dans un cas comme dans l'autre, il y a une aberration. Dans un cas comme dans l'autre. Qu'est-ce que la CEMAC a fait depuis 95, 96, 97? Qu'est-ce que la CEMAC a fait pour qu'un terrain négocié par le comité de quartier pour les Port-Louisiens porteurs de projets, négocié à 30 €, négocié par le maire, M. Feu Jean Barfleur, à 60 €, sans aucune opération supplémentaire, soit proposé à 110 €. Donc ça a été une espèce d'astuce pour écarter les porteurs de projets de Port-Louis et pour vendre l'ensemble du terrain, 1700 mètres carrés de nouveau à monsieur Rambinaïssin. Et il paraît que pendant la période électorale, le permis est entré en mairie et le permis a été signé. Donc nous sommes dans une aberration. Alors ce qu'on veut dire là, on n'est pas dans un conflit. Ce qu'on veut dire, c'est que le littoral guadeloupéen aujourd'hui, particulièrement celui de Port-Louis, est destiné au développement durable. C'est un lieu qui doit être accessible au public, quel qu'il soit, qui doit rester dans le patrimoine de la Guadeloupe, du pays Guadeloupe, et qu'on ne peut plus accepter, puisqu'on l'a accepté pour Saint-François, on l'a accepté pour Sainte-Anne, on l'a accepté pour Gosier, on l'a accepté pour Bouillante. Vous dites que là, ça fait trop là maintenant. Non, on ne va plus être là à regarder, dilapider, voilà, le littoral guadeloupéen, alors que nous avons des générations qui viennent, etc. On nous parle de chômage, de développement économique. Non mais attendez, c'est au nom du chômage. Ce que vous reprochez, c'est que non, même si les jeunes viennent porter un projet pour la commune, pour le développement de la commune,
Bon, c'est pas forcément eux qui seront choisis. Mais la dame a prévu de faire des bungalows et une résidence principale. On a chassé les gens parce qu'ils avaient leur résidence là et les dames veulent faire leur résidence principale là. Hein? Et non, ça passe pour rien à personne. Les bungalows où les gens vont dormir, même si on est dans une zone qui est une zone à risque, on ne peut pas recevoir n'importe qui, on ne peut pas recevoir les personnes qui ont un handicap, on ne peut pas recevoir les personnes qui sont personnes âgées. On va faire des bungalows pour qui? Ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, on peut nous poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'effectivement nous avons choisi cette période pour pouvoir lancer les choses. Nous n'avons rien choisi du tout. C'est que nous avons vu une accélération de ces dames, justement, et on peut comprendre pourquoi. C'est très facile de comprendre. Donc, cette accélération... Pour qu'on soit clair, la destruction a eu lieu quand, pour que tout le monde sache? La destruction, il a eu lieu il y a 2-3 jours. Oui, moins d'une semaine en tout cas. Moins d'une semaine. Et cette accélération, donc pile de terre au départ, pile de terre qu'on peut voir là-bas, donc pour pouvoir marquer déjà le coup. Et nous avons décidé un jour de venir et de rester sur les lieux et de nettoyer les lieux pour qu'on puisse bien sentir que ce lieu-là, c'est un lieu qui appartient à tout port, je dis bien à tout Port-Louisien. Et en fait, c'est que vous voyez ce lieu comme un lieu appartenant à la communauté en fait. Communauté. Et quand je dis à la communauté, bien pour que nous puissions comprendre, voilà, bien pour que nous puissions comprendre, ça veut dire que ce lieu-là doit être accessible par toute personne, qu'il soit blanc, nègre, indien, tout ce que vous voulez. Cet endroit-là doit nous appartenir. Et comme je dis et je répète, nos enfants ne doivent pas avoir à demander de tant pis s'il vous plaît pour aller regarder la mer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette accélération dont je vous parlais tout à l'heure a eu lieu justement parce que ces dames ont mis de la vitesse dedans. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont mis de la vitesse dedans. Nous, on ne peut pas rester sans réagir en se disant qu'on va attendre la fin de la période électorale. Donc là, nous avons été obligés de prendre une décision et de prendre une décision rapide et de faire en sorte que les choses puissent... Donc ça ne vient pas de nous, l'accélération ne vient pas de nous. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et puis moi, ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est une mobilisation spontanée aussi finalement des Port-Louisiens, qui sont toujours mobilisés puisqu'on voit que vous êtes une bonne vingtaine présents sur le chantier. Donc effectivement, une bonne mobilisation, ça dépend des jours. Là, on est en pleine semaine, on peut comprendre que certains soient en train de travailler, etc. Mais cette mobilisation, il faut savoir que combien même vous seriez seul, si c'est juste, vous allez jusqu'au bout. D'accord? Et là, justement, cette cause, elle est juste. Il n'y a pas de raison. Et vous avez bien compris pourquoi. Donc vous ne lâcherez pas. On ne lâche pas rien du tout. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous. Merci. Ah, votre collègue, justement, a été prendre un certain nombre de documents. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se Mais est-ce qu'on peut... Oui, mais allons. Mais venez, mesdames. Puisque présents sur le chantier aussi, nous avons les Moon Guadeloupe qui sont donc venus en soutien à la population port-louisienne. Je finis le débrief avec... Oui, donc effectivement, vraiment Moon Guadeloupe là, les Moon Guadeloupe, c'est que bon, ils ont bien compris l'enjeu. Et ce qui est très important, c'est qu'ils nous ont expliqué que ce qui les intéresse, pour ne pas dire yo encore, qu'il y a crasé, qu'il y a brisé, ils veulent connaître les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que yo aussi, ils ont interrogé tout le monde, ils interrogent tout le monde, ils veulent savoir véritablement ce qui se passe, quels sont les documents, qui a quoi, qui. Donc tout le monde sera interrogé sur le sujet. Donc force à yo. Ils viennent porter un soutien, donc cause en nous arrêter, cause en nous et nous défendre, cause en nous mettre à cause là, nous défendre là, mais nous accepter soutien. Et d'ailleurs, il faut dire aussi qu'hier, nous recevons Moun Grand B qui vient porter nous, et ça faut dire ça aussi, qui vient porter nous en soutien parce que ils savent, ils comprennent que cause là juste et ils disent que là, il y a un problème véritablement. Si tout le littoral Guadeloupe, donc il appartient à nous. Grand B, on a essayé de leur faire un peu le même coup. Voilà, le même coup, hein, soyons clairs dessus. Donc ils sont venus là, ils sont venus nous porter leur soutien que nous acceptons, puisque nous avons passé un moment où nous avons pu comprendre le leur aussi. Ça a été un instant de partage qui a été très fort. Ces combats littoraux, ces combats Timon Guadeloupe, et qu'on nous dit, hein, c'est jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc Léo, quand il montre un certain nombre de documents, il ne faut pas ça mouiller parce que c'est précieux. Voilà. Oui. Bon, donc c'est l'aménagement du front de mer de Port-Louis. C'est bien ça. Hein? Nous avons marqué. Oui. Donc là, il y a la région, la commune de Port-Louis, la Seine-Samar. Donc pas la Seine-Samar, puisque nous on est obligé de tenir compte d'une chose, c'est l'endettement de la commune de Port-Louis
vis-à-vis de la CEMAG, qui fait qu'à un moment donné, la région s'est substituée à la CEMAG pour pouvoir faire un certain nombre d'aménagements. Et donc, il y a ce projet qui fait apparaître effectivement la région Guadeloupe, la Seine-Saint-Marc et la commune de Port-Louis avec d'autres... voilà. Bon, quand vous regardez ce projet-là, ouais, quand vous regardez le projet comme ça, là, je vous montre le plan qui est là, vous avez, ça c'est déjà construit, ça a été construit. Ça n'existe pas, ça c'est un aménagement qui doit venir sur ce qu'on appelle une bite, une avancée d'enrochement, hein, qui est chargée normalement d'emmener du sable ici, tout là. Okay, avec une deuxième chargée de ramener du sable ici, avec une troisième. Ça doit être aménagé. Celui-là qui n'est pas encore réalisé s'appelle le quai des Demoiselles. Donc, si vous regardez encore, vous allez voir ici, il y a l'église, avec le parvis de l'église, et le début de l'aménagement qui a commencé aussi déjà ici. Et donc, il y a une première partie qui part de là et qui va vers la plage. Donc, là, il y a déjà eu une intervention. Ici, ils sont en train de faire le VRD, donc pour pouvoir faire donc cet aménagement-là. Et dans une deuxième phase, il y a l'autre partie qui part toujours de l'église, qui va vers un square qui est au niveau de la place d'Antilles et qui descend jusqu'ici, maison de Chabin là, ici, avec donc le quai des Demoiselles, un espace boisé et là, ce qu'on appelle une esplanade musicale. C'est lié avec la présence de la maison de Chabin pour donner tout l'aspect culturel à l'aménagement qui est prévu ici. Et ça, donc, ça continue jusqu'au port. C'est pas enfin, l'aménagement va jusqu'au port de pêche. Et ça, c'est, regardez, c'est marqué, octobre 2010. 3 ans, puisque nous en octobre, avant les élections de 2014. On ne peut pas me dire aujourd'hui que ce projet-là, qui en plus, le maire de l'époque avait invité, comme on appelle les habitants du quartier, les associations, etc., pour en discuter. Et il parlait de faire de toute la zone, une zone piétonne. Comment aurait-il permis de construire des résidences principales là où il a changé et des bungalows? C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, jusqu'à 2014, parce qu'il était encore en poste en 2014, il est mort, je crois, en février 2014, il est mort en février 2014. On est dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que la CEMAG, qu'est-ce que la municipalité d'aujourd'hui a eu? Je ne sais pas, je n'en sais rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'en janvier 2018, on a vu apparaître un panneau avec un arrêté du maire qui dit qu'il ne s'oppose pas à l'aménagement du terrain ici pour sans projet d'aménagement. Enfin, un truc où il ne fait pas valoir son droit de préemption sur le terrain. Est-ce qu'il peut le faire valoir toujours alors qu'il le maire, il faut lui demander, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est même pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est face à deux choses. Un problème de légitimité, donc un problème moral, et un problème juridique. Est-ce qu'il pouvait accorder un permis dans ces conditions? Est-ce qu'on pouvait vendre dans ces conditions? Parce que ça fait l'objet d'une procédure. C'est ça. Hein? Donc, aujourd'hui, le problème va être sur la base juridique, avec un avocat qui est désigné, qui désormais va intervenir pour dire comment le droit s'applique ici, et de telle manière qu'on n'entre pas dans une espèce de considération électorale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si la politique c'est lutter contre le favoritisme, je fais de la politique. Si la politique c'est lutter contre l'injustice, je fais de la politique. Si la politique c'est défendre le patrimoine de mon pays, de ma commune, je fais de la politique. Ça, il y a rien à dire. Je ne suis là dans une démarche électoraliste. Et ni moi, ni les gens du comité non plus. Parce qu'on est très large. Il y a de tous les bords et tous les races dans le comité. Donc il n'y a ni racisme, il n'y a ni ostracisme, il y a ni... Oui, mais c'est ça. Vous savez. Oui. Vous savez. Ce que je sais, c'est lorsque les Guadeloupéens sont debout
lorsque les Guadeloupéens sont debout pour défendre leurs droits, ce que je sais, quand on est debout, on nous traite de racistes, d'indépendantistes, de ceci, de cela, etc. Les gens veulent se victimiser pour nous montrer du doigt et nous mettre en discorde avec notre population. Non, non, non. La Guadeloupe a la chance d'être les Guadeloupéens ont la chance d'être une population multirace, et de par notre histoire, même si on n'en est pas fier, etc., mais c'est une réalité. On n'est pas sur ce terrain-là. Et je dirais même que le projet que le maire défend, c'est un Guadeloupéen qui l'a. C'est un Guadeloupéen. Et la façon dont, avec le favoritisme, l'esprit de favoritisme, la politique de favoritisme qui a été mis en place pour accorder le permis là, on est contre. Parce qu'il y a des Port-Louisiens qui se sont positionnés, on ne les a pas interrogés. Et on a le dossier. Pour vous, ce serait logique d'avoir une priorité pour les Port-Louisiens. Ce n'est pas une question de priorité, c'est une question de justice. C'est une question de justice. Ils sont venus là avant. Ils ont posé les problèmes avant. Ils étaient là pour combattre lorsqu'il s'agissait de faire de ce terrain un terrain économique. Je ne parle pas de celui-là, je parle de l'autre. Pourquoi en 2014, il y a une espèce de décision qui intervient et qui avantage quelqu'un. Jusqu'à 2014, Outeka Vindi, on bouquille à ce là, pas parti. Jusqu'en 2014, avant les élections. Et je dis là, où la Gebouga, où Von Bouga, c'était là. Non, mais il y a un problème. Donc c'est ça, voilà, c'est long. Si vous voulez rajouter un point, n'hésitez pas, on est là. Bien, bonjour. Bonjour. Ça va, on fait aller. Et vous? Ben nous, ça va très bien, hein. Les choses se passent plutôt bien. À ce qui paraît, de la sécheresse, etc. Et puis bon, on est venu amener de l'eau à Port-Louis. Donc comme tu le constates, depuis 2 jours qu'on est là à Port-Louis sous les eaux. Voilà, donc tu vois en fait là. Alors, on sait qu'il y a la section féminine donc, de Moon Guadeloupe qui est à l'ARS depuis hier soir. Ça, c'est un autre dossier. Il faudra qu'on revienne dessus, puisqu'elles ont dormi carrément à l'agence régionale de santé juste pour obtenir un entretien et quelques réponses. Donc ça, il faudra qu'on revienne dessus. Mais en tout cas, depuis hier, donc, vous vous êtes penché sur la problématique de Port-Louis. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce dossier ? Alors, juste pour revenir sur les dames de l'ARS, en fait, pour dire qu'on était vendredi à la préfecture a fermé. On a été à l'ARS a fermé. Bon, vu qu'on a constaté que dès qu'on passe dans une institution, l'institution ferme, demain on a décidé d'aller aux impôts. Voilà. Ça, peut-être que ça pourrait aider la population, autant joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Non, en fait, alors, nous, pour le moment, on a décidé de ne pas se prononcer sur cette affaire-là. Tout simplement parce que depuis qu'on est arrivé depuis 2 jours, on entend toutes les parties mises en cause. Parce que on intervient bizarrement, bon, on est entre 2 tours d'élection électorale. On sait qu'il y a, on va dire, des rouages qu'il faut savoir comprendre. Et vu que nous, on est apolitique, on n'est pas venu pour défendre un tel ou pour avoir un discours d'un tel et un tel. Donc obligatoirement, tant qu'on n'a pas une compréhension substantielle de chacune des parties, nous, on ne va pas prendre position. Après, moralement, en tant que Guadeloupéen, je peux dire que c'est tout de même dommage que le foncier, que le littoral aujourd'hui ne bénéficie pas pour des projets économiques ou des projets pour les Guadeloupéens en général. Mais après, il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'on estime être Guadeloupéen, etc., etc. Donc, jusqu'à maintenant, on a rencontré le maire de Port-Louis. Là, on essaie de rencontrer M. Jean-Marie Hubert, non pas en tant qu'opposant politique, mais en tant que vice-président, mais responsable du développement de la pêche au niveau de la région, parce qu'il y a quand même un projet de port juste à côté qui rentre dans ce projet de résorption de l'habitat insalubre. Donc, connaître sa position, lui, en tant que vice-président de région et responsable de l'activité maritime. Donc, on a rencontré la population, on a rencontré le comité de défense du littoral. Donc, une fois qu'on aura rassemblé tous les éléments, on ira aussi voir la CEMAC, bien sûr, si on nous ouvre la porte. Sinon, on sera obligé de dormir plusieurs semaines dans le bâtiment jusqu'à ce qu'on ait obtenu le rendez-vous. Mais, pour nous, il est très clair qu'il y a une position morale à avoir par rapport à notre littoral en tant que Guadeloupéen, mais il y a un cadre juridique, un cadre légal, savoir ce qui est légal et ce qui est moral. Parce que souvent, ce qui est légal n'est pas moral. Avoir un titre de propriété, c'est légal. Avoir un permis de construire, c'est légal pour construire. Après, à savoir en tant que Guadeloupéen, qu'est-ce qui est moral ou pas. Donc pour le moment, on reste que sur le technique, c'est-à-dire sur le législatif. Et en fin de compte, on saura, nous, en tant que Guadeloupéens, parce que c'est mon Guadeloupe, quelle position qu'on aura à prendre au niveau du moral.
Et c'est sur ce point-là que l'on est. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu, parce qu'on est venu à Port-Louis, comme on dit, Moun Guadeloupe est venu en soutien aux personnes qui militent déjà par rapport à la problématique du littoral. On est venu là et on est avec eux, certes, mais il faut que nous, obligatoirement, qu'on ait un regard totalement neutre, totalement neuf sur la situation qui se passe à Port-Louis. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec la dame qui a fait l'acquisition du terrain? Alors, Madame Fougère, donc je l'ai eu hier au téléphone, on a commencé à échanger, elle a des éléments à rajouter, et au fur et à mesure qu'on va continuer cette espèce de petite investigation, je ne vais pas dire journalistique, parce que ça tu fais ça très bien, mais une fois qu'on aura tous les éléments, les tenants et les aboutissants, là on pourra se prononcer. Parce que, par un tout simple exemple, tout à l'heure là on parlait du droit de préemption. Le maire n'a pas fait jouer son droit de préemption. J'ai entendu des termes. Là, j'étais en train d'expliquer à la population qu'un droit de préemption, ici à Port-Louis, il y a une dette envers la CEMAC de 5 900 000 euros. En fait, le maire ne peut pas se permettre de faire une proposition d'achat d'un terrain de 65 000 euros alors qu'il doit 5 900 000 euros. Donc, obligatoirement, le droit de préemption, moralement et techniquement, il ne peut pas le faire. Tant qu'il a une dette, CEMAC, il est un peu tenu, excusez-moi, entre guillemets, par les couilles. Mais il faut quand même savoir qu'on se retrouve dans la même situation sur plusieurs cas écoles en Guadeloupe, à savoir qu'on met des communes en déficit, on y met des SEM privés, des SEM SAMA, des SEM MAG, enfin des SEM, ceux qui veulent chercher la définition des SEM, et à ce moment-là, une fois qu'ils sont pris en étau par des dettes, les maires ne peuvent pas faire valoir leur droit de préemption. Et là, on ne parle pas de cas moral où un maire dit « je ne suis pas d'accord ». Pour pouvoir acheter ce terrain, que ce terrain se vende à 65 000 euros, quand on préempte, il faut avoir la capacité de pouvoir l'acheter à 65 000 euros, de faire une proposition d'achat. Mais comment faire une proposition d'achat alors qu'on doit déjà à cette SEM-là 5 900 000 euros? Comme je dis, tant qu'on ne comprend pas les rouages techniques et financiers qui se passent, on ne peut pas se prononcer. Donc, entre guillemets, n'importe quel maire, ça aurait été lui ou un autre, dans cette situation-là, il n'aurait eu qu'un seul choix, ne pas préempter. Il n'a pas d'autre choix. Mais quand même, en tant que Guadeloupéen, si on trouve que nos élus n'ont pas la possibilité de pouvoir faire valoir des droits et faire parler le rouage, on va dire, législatif républicain, à un certain moment, il faut que la population prenne les décisions qu'il y a à prendre et impose malheureusement, parce que c'est ce mode opératoire qu'on nous propose, imposer, on va dire, une justice morale et foncière sur ce qui se passe à Port-Louis aujourd'hui. Une logique sociétale. TV Wavin, si solidarité là. Puisque bien entendu, tout le monde sait que nous sommes fixés dans la problématique de l'eau, au sec, eau potable. Mais bien entendu, que nous toujours dit que nous ne pouvons pas désolidariser nous dans une bataille ou dans un combat qui est mené par des Guadeloupéens en Guadeloupe. Bien évidemment que c'est un problème qui a concerné l'eau littoral en Guadeloupe, de Sainte-Anne, Saint-François, Gosier, nous avons parlé des Grands B, et également là, nous avons que Port-Louis qui a subi même ça là. Alors est-ce que c'est ça qu'il y a réservé pour nous? Alors dans solidarité là, ça, que nous dit, alliez-nous effectivement à tout combat. La TV dit que nous sommes devant la préfecture, ils ont fermé la préfecture, nous nous défendons mon Guadeloupe devant l'ARS, ils ont fermé l'ARS. Est-ce qu'à chaque fois mon Guadeloupe qui est pointé devant une institution publique ou devant une institution pour poser des questions, ils ont fermé? C'est ça la première question là. Et puis deuxième chose là qu'on a dit, c'est bien évidemment que nous avons un combat. Alors dernièrement, si on sort des médias, bon peut-être c'est ça, mais que nous sommes déconnectés. Alors comment des gens qui disent que nous sommes déconnectés, de bien envie de reconnecter avec nous et de bien accepter un petit entretien ou un petit rendez-vous justement pour nous préparer à l'entour de qui nous qui déconnecté à l'entour des textes de loi et au dispositif qui est étatique, au dispositif qui révèle les bureaux et qui apparemment est mal compris. Donc, nous avons bien aimé obtenir finalement rendez-vous là, ça parce que ça a fait un bon moment que nous avons tourné pour nous faire exposer argument contre argument et texte de loi contre texte de loi avec M. Philippe Buchelet concernant déjà les dispositifs en sec eau potable. Concernant la problématique du littoral, nous ne sommes pas jamais connaître nous qu'à rentrer n'importe qui genre dans n'importe qui bataille. Donc nous avons fait une étude de dossier, nous avons étudié les tenants et les aboutissants pour nous arriver en solution Guadeloupéenne et pérenne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Légèrement, en fait, justement par rapport à l'intervention de M. Philippe Buchelet, qui est préfet. Donc après, bon, je sais que la question est venue de journalistes de Canal 10. Il a dit que Moun Guadeloupe voudrait en fait que le plan en sec potable soit applicable. Il a dit une notion très simple, c'est que le plan en sec intervient en cas de cyclone ou en cas de... C'est pas applicable, concrètement qu'il n'est pas applicable. C'est pas applicable.
Je voudrais dire qu'il existe des établissements en Guadeloupe qui s'appellent par exemple la CNFPT, qui forment en fait des fonctionnaires. S'il n'est pas compétent pour appliquer une directive interministérielle, où il est simple, en fait, on n'a jamais parlé en cas de cyclone, ça c'est le plan ORSEC, cyclonique, le tremblement de terre. Celui du tremblement de terre n'est pas encore en vigueur, il devait être adopté en 2018 parce qu'on suit quand même les travaux de la préfecture, parce que certains ne sont pas assez pointus pour pouvoir suivre leurs propres travaux, mais il n'est pas encore appliqué celui des séismes. Mais celui concernant l'ORSEC eau potable, il est déjà mis à jour et il ne concerne en rien les aléas climatiques, il concerne juste l'état du... De toute façon, vous avez les documents. On a les documents. Tout ce qu'on demande à M. Philippe Gustin, on va parler là de compétences et d'intelligence. Là, on ne va pas parler au-dessus d'un grade, d'un rang. En tant que préfet, il faut savoir être compétent. Si le document il ne le connaît pas, il ne le maîtrise pas, au lieu de dire que les gens soient déconnectés, il faut alors déjà reconnaître sa carence intellectuelle, c'est déjà faire preuve d'un niveau d'intelligence et de venir s'asseoir peut-être avec des gens qui ont la compréhension des choses, notamment des Guadeloupéens, qui connaissent leurs problématiques et ce que nous vivons tous les jours, de façon à pouvoir faire en sorte que nous puissions trouver une solution. Donc, monsieur le préfet, dès que vous êtes prêt, dès que vous aurez peut-être à un certain moment, l'idée, au lieu d'aller vous asseoir devant des élus sans couilles, de vous asseoir devant des Guadeloupéens, pour qu'on puisse discuter d'homme à homme, de population, à peut-être un représentant d'État, parce que vous êtes garant de l'exercice gouvernemental et de l'application de ces registres interministériels. Donc, une fois que vous êtes prêt pour ça, il n'y a aucun souci. Et c'est pas la peine de nous envoyer des gendarmes et ou des policiers pour nous mettre des coups de bâton. Ça, c'est vraiment une réponse plutôt débile. Donc à un certain moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on s'assied comme des gens intelligents. Pour le moment, la personne violente, c'est vous. On essaie de rajouter à ça, en Guadeloupe, nous fatiguer avec des gens qui viennent et qui ne sont pas compétents et qui ne sont pas maîtriser le dossier ailleurs. Effectivement, nous avons constaté depuis un petit moment que nous avons l'homme qui est léger et qui a traité les dossiers guadeloupéens de manière très légère. Et puis il y a des questions de continuer à accepter des gens qui viennent faire retraite ailleurs, passer un petit séjour au soleil. Ici, dans le monde qui travaille, ici, dans le monde qui fonctionne, ici, dans le monde là pour le développement économique et social de ces îles-là et de peuple guadeloupéen. Donc à partir du moment où on va venir pour ça, on peut retourner à Casa. Et voyons bon prochain coup là. Merci beaucoup. Donc on est toujours en direct de Port-Louis et plus précisément sur l'ex-chantier naval qui avait été érigé ici par Monsieur Portier il y a plusieurs décennies maintenant. Chantier naval qui a donc été détruit pour laisser place à un projet, donc de bungalow, un projet touristique. Ils sont par-ci par-là. Oui. Donc je vais devoir couper. Là on va essayer d'avoir quand même le son de cloche du maire. Mais en tout cas, notez que la population port-louisienne et les Mounes Guadeloupe sont mobilisés sur ce chantier naval de façon à ce qu'il ne progresse pas puisque la population s'oppose fermement à la construction de gîtes ou de bungalows ou d'une maison principale sur cet ancien chantier naval qui a été détruit il y a quelques jours à peine. C'est grand en fait. Ouais, 1700 mètres carrés. Ouais, on est sur du 1700 mètres carrés adjugé à 65 000 euros, soit 38 euros du mètre carré, ce que personne n'accepte ici et ne comprennent même pas que la vente ait pu être faite. Alors bonjour à tout le monde, nous sommes toujours sur la commune de Port-Louis où on étudie effectivement le cas de ce dossier, de ce chantier naval qui a été détruit à Rambouillet. Et là nous sommes en présence de Victor Artin qui est donc maire de la commune de Port-Louis. Bonjour Monsieur Artin. Bonjour à vos éditeurs, bonjour Guadeloupéens, bonjour plus singulièrement aux Port-Louisiens. Alors, vous avez accepté spontanément, effectivement, de répondre à notre interview dès qu'on vous a sollicité sur ce dossier, puisque la tension monte de plus en plus, jour après jour, les Port-Louisiens restent mobilisés sur ce chantier naval. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner la genèse de ce qui s'est passé depuis 89, avec effectivement le début de cette RHI ?
Bien, alors il se trouve que la RHC est une opération avec l'aide de l'État où l'État donne une subvention de 80% aux communes pour réaliser ce qu'on appelle les options d'habitat insalubre. Et sur Port-Louis, depuis 89, c'est vrai, et après, c'était par quartier, par zone, et cette zone de Zéphyr, de Rambouillette, c'est ce qu'ils appellent la zone sud du bourg, a fait partie de cette RHI menée par la CEMAG. Alors, il se trouve que dans cette zone où la mer, la route rentrait, il était important pour le maire, vous savez, si jamais ces maisons étaient emportées par la route, le maire était condamné pénalement. Donc, alors, c'était tout à fait évident qu'on puisse décaser ces gens qui étaient sous le littoral et les remettre ailleurs. Ça, les gens étaient recasés ailleurs. Il y en a même pour qui on a reconstruit totalement pour eux. Donc, ici, dans ce cas, cette parcelle précisément, il y avait la famille Cornet, la famille Portier qui y habitait, donc qui étaient recasés ailleurs. Et bien évidemment, cette zone, cet espace n'était pas en l'état. Il y a eu un emblement qui a été fait. Un apport de tuf, un apport de grosses roches, de grosses pierres. Il y a eu une voile, on a dit, un mur en béton. Vous avez bien vu, après ce mur en béton, il y a aussi de grosses roches pour pouvoir protéger effectivement le littoral. Donc, ce n'était pas en l'état. Ça a été remis en valeur, ça a été connu, remis en valeur. Quand on est venu, je vous assure que ça a été fait depuis les années 90. Donc, alors, ce n'est pas sur ma nature. Quand je suis arrivé en 2014, j'ai trouvé une situation que j'essayais effectivement d'assainir, comme j'ai toujours fait au niveau de cette commune. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me reproche? D'avoir vendu. Je dis non, ce terrain n'a jamais appartenu à la commune. C'était les 53 géométriques, c'est le domaine public maritime, c'était l'État. Et l'État a vendu à la CEMAG, dans le cadre de la RHI. Aujourd'hui, la CEMAG vend. On m'a dit, tiens, j'aurais pu faire valoir mon droit de préemption. Je suis d'accord. Mais je leur dis, sur la commune de Port-Louis, la CEMAG a 3 opérations. Cette histoire de RHI, cette RHI, dans le sud du bourg, il y a la ZAC de Rodrigue, là où se trouve l'EHPAD, sur 33 hectares, et le parc paysager de la Lance du Souffleur. Donc, nous, sur ces 3 opérations, nous devons plus de 6 millions à la CEMAG. On doit, nous, commune de Port-Louis, plus de 6 millions à la CEMAG. Mais moi, quand j'ai pris cette commune-là, en mars, avril 2014, je l'ai pris avec 6,2 millions de déficit. Même si je voulais faire valoir mon droit de préemption sur ce terrain, je n'aurais pas pu. La CEMAG se serait moqué de moi. Il dit, mais si c'est combien d'argent, et quand on vend mon terrain, mon pépé à sous-plus de détail, il m'a dit de ne pas vendre. Mais je pouvais avoir mon reproche d'avoir vendu. Alors, je n'aurais pas pu. Ce n'est pas à moi le terrain. Je ne pourrais pas plus faire valoir non plus mon droit de préemption. Je dois à la CEMAG. La CEMAG, on a même essayé de faire un moratoire avec la CEMAG pour éponger nos dettes de 38 000 € par mois. On a fait ça pendant 5-6 mois, mais on n'a pas pu honorer cet engagement-là parce que la commune n'avait pas les moyens. Donc, alors, voilà clairement sa situation budgétaire qui nous a fait que. Mais cette personne qui a été recasée, vous avez parlé d'un gars qu'on a détruit. Celui de M. Pourrier qui avait justement Portier, qui avait le chantier naval depuis des années. Tous les gens qui étaient là, chez monsieur, croyez-moi, ont été indemnisés. C'est comme ma maison Croix-Appel qui est sous le boulevard, que son fils, j'ai vu, cette maison devait être rasée. Et vous comprenez bien, sur cette opération, il y a 2 opérations croisées. La Seine-Samar, qui a la rénovation du littoral, qu'il a reçu par maîtrise d'ouvrage délégué qu'on a donné à la région. La région a donné à un promoteur, à un aménageur, la CEMAG. La CEMAG a lancé ses appels d'offres, il a donné des travaux à Gadarpan, l'entreprise Gadarpan. Ça, c'est la Seine-Samar. Mais parallèlement, sur ce boulevard, vous avez la RHI qui tombe aussi sur ce littoral, menée par la CEMAG. Le terrain appartenant à la CEMAG, mais l'aménagement du front de mer du littoral est mené par la Seine-Samar. C'est une opération très compliquée et le communautaire ne comprend pas toujours. Mais je suis très à l'aise dans cette opération. Je veux faire de ça une opération politicienne. Je dis, tiens, je ne suis pas dedans, je n'ai jamais fait d'opération politicienne, à aucun moment. Et je dis, pour la mémoire des Port-Louisiens,
ça a été fait du temps où Jean-Baptiste Fleur était maire, et c'est son premier adjoint, Jean-Marie Hubert, que tout le monde connaît, qui est mon candidat, mon opposant aujourd'hui, et ce sont tous ces partisans qui sont là aujourd'hui à dire toutes sortes d'insanités contre le maire Victoire aujourd'hui, que c'est une situation que j'ai trouvé qu'eux, ils ont créé. Donc finalement, le fait que cette affaire fasse grand bruit maintenant ne serait pas le fruit du hasard selon vous? Alors, vous savez, les hasards n'existent pas. Je parle du principe que les hasards n'existent pas. Et c'est bien parce qu'il y a la proximité du deuxième tour des élections municipales que tout le monde a voulu croire monter comme ça. Alors, je dis encore, il ne faut pas oublier que M. Jean-Marie Hubert a été administrateur de la CEMAG. Il faut que les gens le sachent, le disent. Il était conseiller général aussi à l'époque. Il faut dire que la CEMAG dépend du département. Directement dépend du département. Parce que la CEMAG, le département est actionnaire majoritaire de la CEMAG, avec Jacques Gillot. Donc alors, on sait très bien d'où vient cette affaire. On veut faire porter le chapeau pour Victoire Martin. Au seul motif que j'aurais dû refuser le permis de construire. Mais qui doit foncer qu'un péché moi qui a dit moi d'interdit de délivrer un permis de construire? Et la dame, pour eux, à leur décharge, elle a affiché, justement sur ce article de balise, elle a affiché son permis. Effectivement, donc en 2018. Oui, on est en 2018. Ils l'ont arraché à tous les coups. Mais ils ont dû tenter un procès pour l'annulation du permis de construire. C'est ce qu'ils ont dû faire. Mais ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, parce qu'il y a des élections, on veut faire porter à Victor Antoine tous les chapeaux. On ne veut pas porter le chapeau qui part en main. Oui, mais M. Artin, est-ce que vous comprenez quand même la position de la population, hormis peut-être des manœuvres politiques, le sentiment de la population qui se voit un peu évincé du littoral? On expulse des gens par rapport à la RHI, et là on voit qu'une dame peut finalement construire des bungalows et une résidence principale à cet endroit. Je comprends aisément, je partage l'émotion, je partage effectivement l'émotion par rapport à cette situation. Mais comme je vous dis, tiens, personne n'était propriétaire. Et quand ces gens ont été délogés, ils ont été indemnisés à l'époque, ils ont été recasés à l'époque. Et sur ce boulevard n'était pas dans cette situation-là. Vous comprenez aujourd'hui qu'on veut donner une orientation touristique à cette ville. Quelqu'un qui vient présenter un projet à la CEMAG du Tiens, voilà, je vais acheter pour faire tel projet. Donc c'était tout à fait normal que la CEMAG ait la décision de vendre à cette personne-là. Mais à ça, le collectif de défense du littoral vous répondra que des jeunes ont proposé aussi, ou que des personnes de Port-Louis ont proposé certains projets qui ont été refusés. Je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, les gens peuvent toujours dire n'importe quoi, moi j'attends. Et vous savez, ce littoral de Port, je dis tiens aux Port-Louisiens, allez voir la quantité d'encroises qu'il y a. La quantité de vieilles maisons qu'il y a, maisons oui qu'on a ce beau littoral. Je dis aux Port-Louisiens, il y a des aides, il y a des facilités qui existent. Mettez-vous d'accord. On va donner à ce boulevard-là notre cachet. Je voudrais que ce boulevard, depuis encore du temps d'Edwige, c'était encore plus parce qu'il y avait encore les réverbères. Mais là, dans le cadre du projet de boulevard, on nous a enlevé les réverbères. Moi, je demande à la région d'installer mes réverbères pour moi. Donc, on va faire le trottoir, donc on va faire la route. De manière à ce qu'on a un véritable boulevard attrayant, attractif, et qu'il y a un véritable cachet, que ça donne, que ça retrouve, que Paul retrouve son cachet dans le temps, avec un boulevard rénové et attractif. C'est ce que je demande à la région de faire pour moi. Alors, je peux comprendre, et je dis à tous ces Port-Louisiens qui ont des maisons, qui ont des ruines, qui ont des terrains vides sur ce boulevard-là, sur le littoral, de pouvoir le mettre en valeur, de faire en sorte que finalement, il existe toute forme d'aide effectivement aujourd'hui. Mais je crois qu'en termes d'entrepreneuriat, nos Port-Louisiens, nos compatriotes devaient aussi se serrer la ceinture et se montrer effectivement plus coopérants, de manière à ce que ça devienne une réalité et qu'on puisse vivre de notre littoral. Et que finalement, les étrangers ou les gens venus d'ailleurs n'aient pas la possibilité de pouvoir s'en acquérir. Parce que ça fait, là on parle sur un problème de foncier à la base et ça tourne en problème de guerre raciale. Oui, et moi, sur cette question-là, je me suis déjà exprimé là-dessus. Et je dis la question du foncier, c'est une question fondamentale. Ce n'est pas que à Port-Louis. Et je dis, tant qu'on va rester dans ce statut juridique de la Guadeloupe, département, au même titre que le département de France, rien ne va changer. Et je suis prêt à mener un combat avec tous les Guadeloupéens s'ils veulent effectivement changer les choses. Parce que, vous voyez, on parle de, même pour les emplois, préférence guadeloupéenne à l'emploi, mais il n'y a nulle part que c'est notifié, il n'y a nulle part où que c'est dit. Mais pourquoi notre terre reste à nous, en priorité? Qu'on n'est pas le vendre tout venant. Quelqu'un qui sort d'Australie, il vient acheter en le vend. Non, je dis, tiens,
On devrait pouvoir... Enfin, restez à nous. Moi, je voudrais porter une petite précision, monsieur le maire. C'est qu'en Guadeloupe, on a un taux d'indivision qui est excessif, vu que ce sont nos parents, grands-parents sont des descendants d'esclaves qui n'ont pas acheté la terre. Et donc, effectivement, ça permet à beaucoup de gens venus de l'étranger de venir et d'acquérir la terre. Justement, quand bien même il y a ce problème de division, ils arrivent quand même à acheter. Alors, comment ils font? Alors, moi, je voudrais dire, effectivement, il y a la loi de Chimie qui a voté. Je voudrais effectivement que cette loi soit mise en application et ça puisse effectivement assouplir effectivement le partage du foncier en Guadeloupe. Mais je vous dis, je voudrais surtout revenir là-dessus, quant à cette question fondamentale de la terre et de l'appartenance de ce foncier en Guadeloupe. Et pour que ça puisse demeurer à nous, il va falloir qu'on sorte de ce système juridique et statutaire de la Guadeloupe pour que cette question-là puisse être réglée, pour qu'on puisse dire avant, comment en Nouvelle-Calédonie, comment en Polynésie française, c'est comme ça. Et que la préférence guadeloupéenne à l'emploi soit aussi chez nous une réalité. Ce sont des questions fondamentales. Et tant qu'on va rester comme ça, où chaque fois, par émotion, on va réagir, sur l'émotion, chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on va réagir comme ça sur le ton de l'émotion, on va réagir. Ça ne règle pas le problème global. Ça ne va pas régler le problème globalement. Et moi, le dictat que j'ai depuis tantôt, c'est dans cette posture-là que je me suis dit. Je me dis, tiens, tout ça que là, je suis à l'aise. On peut m'accuser tout ce qu'on veut. J'ai dit, tiens, qui ne fait pas d'erreur? Mais dans ce cas précis, Victor Antoine n'a pas fait d'erreur. Victor Antoine n'a pas commis d'impair. Victor Antoine n'a pas commis de magouille ou quoi que ce soit. Alors, je vous assure, ces messieurs, je suis très à l'aise que vous soyez venus pouvoir répercuter cette information auprès de vos éditeurs, auprès des Guadeloupéens, auprès des Polynésiens. Alors, comme je vous le répète, il y a la proximité des élections qui fait qu'aujourd'hui tout le monde s'agit. Mais je demeure calme dans cette affaire parce que c'est sûr que je ne suis pas à l'origine de cette affaire-là. Mais que se passera-t-il si les Port-Louisiens continuent de bloquer le chantier? Ce qu'ils ont l'intention de faire finalement, puisque Yojab Dimanama, entre guillemets, a rien payé construit ces terrains-là. Alors je crois que la dame est suffisamment adulte, elle est propriétaire de son terrain, elle saura quoi faire dans cette situation-là. Je crois qu'aujourd'hui, les textes de loi existent de manière à ce que quand quelqu'un est propriétaire doit pouvoir disposer de son bien. Oui, mais on va vers un affrontement, monsieur Arthur. Alors là, dans ces cas-là, je crois qu'il va falloir faire preuve de sagesse et que le bon sens va demeurer en toutes circonstances. Je crois que si c'était mes compatriotes, ils ne seraient pas été contents de voir finalement qu'on vient d'occuper un bien qui leur appartient. Et je le vois tous les jours en tant que maire. Tous les jours, une feuille d'un arbre fruitier qui tombe chez le voisin, ils viennent voir le maire à occuper l'attention du maire pendant plus d'une demi-heure pour demander au maire d'aller voir cette personne, d'envoyer la police pour couper les bottes. Juste ça. Le chien qui aboie chez le voisin, il vient voir le maire parce que le chien qui a caca devant contre moi, le chien qui a aboyé tous les soirs. Non. C'est pour vous dire que je crois que c'est une question de pouvoir cohabiter, de pouvoir faire comment vivre ensemble dans ce pays-là. Je crois qu'on va pouvoir se comprendre et dire que finalement, tout un chacun doit pouvoir à un moment garder raison et faire en sorte que la vérité, mais le bon sens surtout puisse triompher. Et c'est ça à quoi j'appelle tous les Port-Louisiens dans cette situation exceptionnelle. Alors, monsieur le maire, tout à l'heure vous disiez effectivement que vous êtes un peu pieds et poings liés par rapport à la dette que vous avez à la CEMAG notamment, dont on le rappelle, l'actionnaire majoritaire est le département de Guadeloupe, donc le conseil départemental. À l'époque, comment les communes en fait se sont trouvées aussi endettées vis-à-vis de bailleurs? Alors, c'est une question très importante. Très importante et très difficile à régler. Parce que ces SEM sont constitués de telle sorte où ils te disent que dans un cas précis, et notamment pour le cas de Port-Louis, où quand on a signé cette convention de concession avec la CEMAG, ils te disent dans une opération de la sorte, si la commune, ou le projet est déficitaire, c'est la commune à pouvoir faire les frais de ce déficit-là, de pouvoir combler ce déficit. Et c'est notre cas aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a 3 opérations, et sur ces 3 opérations, pratiquement, on est déficitaire. Je crois que ce sont des opérations qui ont été très mal ficelées à l'époque, et puis qui demandent que les communes soient mieux
outillé, mieux loti, en tout cas mieux organisé administrativement, juridiquement et politiquement. Et je crois qu'une petite commune comme Port-Louis, on n'a pas de cadre A. Quand je suis arrivé à cette commune, il n'y avait aucun cadre A. Vous comprenez, un maire comme ça doit faire face à toute une administration avec tout pléthore de fonctionnaires à leur disposition. Et moi, je vis, je n'ai personne pour m'accompagner. Avant, on avait les services de l'État, quand on avait la DGE qui existait, qui venait nous accompagner, mais on n'a plus ces services-là aujourd'hui. Donc le maire se trouve seul, confronté à lui-même, face aux administrations, face à tous les projets qu'il doit pouvoir porter. Donc on doit pouvoir, dans ce cas, on a un bureau d'études. Mais le bureau d'études, vous savez, hein, c'est un système qui est comme ça. Tout le monde se tient par la main. Tout le monde se tient par la main. Donc, il faut qu'on ait un bureau d'études. Le bureau d'études, ce sont ces amis même qui sont par là, ce sont ces amis qui sont là, ce sont ces amis qui sont là. Donc, alors, vous savez, si vous n'êtes pas suffisamment vigilant, si vous n'êtes pas suffisamment aiguillé, l'erreur est vite faite. Et après, il se trouve que c'est la collectivité qui a à payer. C'est vous qui avez à payer. Ce sont les impôts des contribuables qui vont encore à être sollicités pour pouvoir répondre à telle ou telle erreur réalisée ou même organisée très souvent. Alors justement, on se demande si l'endettement des communes n'a pas été un peu calculé. Alors, il faut voir le problème de façon plus globale que ça. Les communes de Guadeloupe sont structurellement déficitaires. Dans leur structure même, quelle que soit la question, l'opération que la commune peut avoir à réaliser, il va se trouver déficitaire. On a qu'à voir pour nous, une fois que vous embauchez, quelqu'un vous a déjà dit 40%. Parce que ce sont les charges de fonctionnement. Ça, oui, on le sait, les charges de fonctionnement de toute façon plombent toutes les administrations, toutes les collectivités guadeloupéennes. Ça, c'est sûr. Et on n'a pas de recette. On n'a pas de recette. Voyez-vous, sur la place du souffleur, la seule, je peux dire, manne financière, je ne peux pas de manne financière que nous avons, et on a voulu l'organiser. Aujourd'hui, cette place du souffleur appartient à l'État. La plage appartient à l'État, mais qui donne à la commune, par convention, la possibilité de pouvoir gérer cette plage. Mais c'est l'État qui vous dit effectivement, vous êtes là pour tant ou tant d'années, vous devez faire ça dessus. Vous voyez, les plus belles parties de notre pays, de notre commune, appartiennent à l'État. Mais c'est comme ça. Alors tout ça pour vous dire qu'en termes de recettes, même si on veut faire quelque chose, même si on veut réaliser des choses, c'est pas toujours évident. Donc alors, comprenez-moi, ça doit être vu de façon globale quand il va falloir penser, réorganiser la vie des communes, l'administration des communes, merci, et faire en sorte que structurellement cette commune-là ait les ressources pour pouvoir fonctionner. Vous voyez, il y a tout récemment là. Il est question d'attaquer encore le poids de mer. Et le poids de mer, c'est une recette qui constitue la plus 40% des recettes des collectivités. Vous comprenez? Donc, alors, ça, c'est important. Et on vous donne fait des mandats pour pouvoir supprimer cette poids de mer. C'est pour vous dire que c'est un véritable problème politique qui se pose aujourd'hui et il reviendra à l'ensemble des acteurs, l'ensemble des responsables de pouvoir poser ce problème-là, mais aussi faire l'éducation de notre population, de notre peuple. Parce que le peuple n'est pas éduqué. C'est pourquoi vous dites... Soyez précis parce que certains pourraient mal le prendre. Oui, il faut que le peuple soit éduqué politiquement, soit formé politiquement. Parce que si moi je lui dis, tiens, oui, vous êtes Port-Louisien, oui, vous avez voté pour le maire, mais le maire aujourd'hui se trouve les pieds liés. Mais il vous dit, tiens, pour nous permettre d'aller plus en avant, il va falloir changer certaines choses juridiquement dans le pays. Mais non. Le cimetière à Conguille, là, les gens ont peur du changement. Mais des fois, pour pouvoir opérer effectivement la politique qu'on veut mener, il faut faire certains changements. Et très souvent, on a vu, quand il va falloir porter des améliorations, porter des adaptations, ou encore changer de statut, ne pas toujours dire non, on va en perdre le cimetière à Conguille, là. Mais on le voit bien. Et je vous dis, tiens, si dans le cas d'un statut particulier à Guadeloupe, il était prescrit, que finalement la préférence pour le pénal d'emploi. Mais aussi, tout foncier doit être vendu à des Guadeloupéens, ou encore avant d'être vendu à un étranger, il faut que cet étranger puisse justifier qu'il vive dans ce pays-là au moins 10, 15 ans, 20 ans auparavant. Comme dans beaucoup de pays. Mais oui, on ne se savait pas trouver dans cette situation. On me dit, tiens, mais c'est pas
pas. Mais la loi française ne dit rien, n'interdit pas cette situation-là. Alors, donc, Beauvais pour nous monter, mais c'est la loi française. Et nous acceptons comme ça. Donc alors, il ne faut pas qu'elle nous... On accepte un hold-up de notre littoral alors? Je ne sais pas si on accepte un hold-up, mais en tout cas, il n'y a rien qui empêche à ce que ça soit réalisé dans l'état où c'est fait. Et je dis, il ne faudrait pas que les Européens soient émotifs. Il ne faut pas qu'elles soient dérangées ou quelque chose qui est. Non, non. Il faut qu'ils aient une constance dans leur vécu, une constance dans leur vision politique et dans l'ambition qu'ils ont pour leur pays. Et moi, Victoire Tchoupa, je suis fier de partenaire du Parti communiste qui a fait ma formation et qui met tous les jours et qui met mon journal à disposition de l'université chaque semaine, qui a orienté moi chaque semaine. Donc alors, on aura beau dire, mais je vous assure que je crois que si tous les partis et tous les groupements politiques faisaient ça pour leurs militants, ils n'attendaient pas que les joutes électorales pour pouvoir lancer tel ou tel incartade, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, vous confirmez à la population donc, que ce n'est pas le maire Victor Artin qui a vendu ces 1700 mètres carrés de terrain pour 65 000 euros. Mais je le dis avec force, mais personne ne peut me montrer un titre de propriété signé par le maire de Port-Louis. Il ne peut pas le montrer. Vous, c'est juste en fait le permis de construire que vous avez donné. Mais bien sûr, mais il n'y a aucune loi française qui m'interdit de signer un permis de construire dès lors que ce permis était conforme au PLU, le plan local d'urbanisme, et que ce projet répond à ce que le PLU prévoit. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je dis, alors, par rapport à cela, j'aurais pu faire, je le redis, faire valoir mon droit de préemption. Mais je vais vous expliquer la dette que nous avons vis-à-vis de la CEMAL. Je ne pouvais pas, en l'état actuel, en homme responsable, faire valoir mon droit de préemption. Parce que je dois plus de 6 millions à la CEMAL. Et quand je vais dire ça au directeur, M. Boussin, je l'écris, voilà, vous êtes en train de vendre un terrain, mais je fais valoir mon droit de préemption. Mais il va se dire, monsieur Petit-là, mais qu'est-ce qui me passe par la tête? Mais est-ce que vous auriez pu jouer sur le prix? Par exemple, que ce ne soit non, pas allé à 65 j'ai aucune ingérence. Réévalué. Non, j'ai aucune ingérence dans les affaires de la CEMAL. Je ne peux pas faire d'ingérence dans l'affaire de la CEMAL. Comme je vous disais, la CEMAL a un conseil d'administration, un directoire, donc non, la CEMAL gère ses affaires en toute liberté. Et donc, monsieur Jean-Marie Hubert est bien au fait de ceci. Mais bien sûr, il est au courant, il est dedans. Et quand je vois ici, j'avais prononcé, il envoie tous ses amis, ses militants et même ses colistiers m'invectiver du temps de médecine de la population européenne, je vous assure, je suis triste de voir que finalement, on peut mentir effrontément à la population. Alors que nous sommes appelés à être des hommes responsables. Ça vous dit tellement beau de Dieu, tiens, voilà, nous avons fait une erreur, on n'a pas été vigilants, donc alors, comme on dit, faute par minute à moitié. Faute à moitié par minute. Voilà, donc alors, vous voyez, ils auraient pu dire ça. Et je crois qu'on serait peut-être dans une autre posture, peut-être dans un autre état d'esprit. Ça avait été les tantôt. Et est-ce que vous pensez qu'on peut quand même arriver à un consensus entre... Je crois que les Port-Louisiens ont toujours fait preuve de sens de responsabilité. Et je crois au bon sens de l'être humain. Ça, je le crois. Si on arrive à se parler, si on arrive à se comprendre, ce sera peut-être une bonne chose et ce sera peut-être par là qu'on va pouvoir sortir de cette situation de tension, de déchirement que Port-Louis n'a pas besoin du tout en ce moment. Et je peux vous assurer, je me rappelle quand j'ai participé à des actions, quand on faisait la déviation de Monalo, la route de Périn. Parce qu'on disait effectivement, ça allait prendre des milliers de terres agricoles à l'époque. Mais on se rend compte que c'est une nécessité. C'était une nécessité. Je me rappelle, jeune militant, effectivement, oui, je disais, tiens, oui, on va prendre des milliers, des dizaines d'hectares pour faire effectivement cette route de Périn, de Bosquedon à Périn. Et à l'époque, on se souvient quand la région a voulu faire sa mère. Aujourd'hui, on se rend compte. Et bien, il y a autre chose encore. Quand on a fait l'émission. Oui, mais là, ce sera difficile de faire entendre aux Guadeloupéens. Je perdre un espace en bord de mer. Non, les Guadeloupéens ne perdent pas l'espace au bord de mer. L'espace, c'est là. Privé. C'est pas privé, c'est un espace pour tout chacun pour y accéder. Mais si elle met des bungalows et sa résidence principale sur le terrain, c'est sûr que les gens ne pourront pas accéder. Non, s'il n'y a pas de résidence, principale sur le terrain. C'est que des bungalows. Et d'ailleurs, je vous dis, sous cette zone-là, il y a une zone rouge où on ne devait pas construire ça. D'ailleurs, quand vous allez voir le projet plus sur la route au boulevard sur les voies neuves, parce que Port de la Mer, c'est une zone rouge où on ne pouvait pas construire, on ne devait pas construire. Et d'ailleurs, cette zone rouge appartient de notre public maritime. Ça n'a pas été vendu. C'est la partie qui revient à CEMAL qui a été vendue. Parce qu'au départ, ça faisait plus de 2000 m².
Et je crois que la dame a acheté pour moins de 1800 mètres carrés. Donc, elle a acheté du menacement. Donc, c'est pour bien vous expliquer que nous sommes effectivement en zone rouge. Et il n'est pas question que les gens habitent de façon régulière, de façon pérenne sur cette zone-là. C'est fait vraiment à caractère touristique. Alors, et sur la vente à perte, puisque ça a été fait, la vente est quand même de 65 000 €, les travaux sur le terrain, ne serait-ce que pour le viabiliser, ont représenté quasiment le double, voire plus que le double. Donc, est-ce qu'on peut vendre à perte? On ne peut pas vendre à perte. Personne ne tient à vendre à perte. Comme je vous dis, tiens, l'ACEMA, dans le cadre de sa politique, dans le cadre de sa gestion, avait décidé à vendre sur le littoral tel prix. C'est vraiment l'ACEMA qui a décidé de tout à ce moment-là? Oui, c'est l'ACEMA qui a décidé de vendre sur le littoral à tel prix. Et effectivement, cette partie se trouve sur le littoral également, donc on a au même prix pour tout le monde sur le littoral. C'est ça. Alors, si c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, tiens, voilà, il y a eu un enrichissement de fait. Alors, sachez bien, et c'est là que je vous dis, tiens, il y a deux opérations croisées que les gens comprennent bien. L'aménagement du front de mer du littoral a été fait par la Seine-Samar. La Seine-Samar a eu la maîtrise d'ouvrage de la région. La région a eu une maîtrise d'ouvrage déléguée. La commune lui a dit, tiens, je vous délimite un terrain, une zone, et je prends une délibération au conseil municipal, je vous donne la possibilité de faire pour moi. La région a obtenu la maîtrise d'ouvrage déléguée pour rénover le boulevard, comme la région a fait le boulevard du Moule, comme la région a fait d'autres boulevards. Hein. Donc, ce boulevard. Une question, monsieur Hubert est à la région ou pas à ce moment-là? Actuellement, il est à la région. Quand ça a été, oui, actuellement, il est à la région. Mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, quand ça a été décidé, lui, il était au département, et on a donné la maîtrise d'ouvrage déléguée à la région pour pouvoir réaliser ce boulevard, rénover, et puis ça, voilà, faire en sorte que ce boulevard soit attractif. Donc, ces travaux-là ont été réalisés par la Seine-Samar. D'accord. Donc, l'enrochement en question, c'est la Seine-Samar qui l'a fait. D'accord. Qui a délégué à l'entreprise Gadar. C'est ça, voilà. Okay, donc, alors, on ne peut pas dire à la Seine-Samar que vous avez pris l'argent, vous avez dépensé autant pour faire ça, donc à le fouiller entrer dans votre fonds, parce que c'est pas lui, ça a été fait dans le cadre du travaux confiés à Seine-Samar. Comprenez-moi bien. Donc, les travaux dépensés pour réaliser ce site-là n'ont pas été dépensés par la Seine-Samar. Par la Seine-Samar, mais par la Seine-Samar. Par la Seine-Samar. D'accord. Alors, mais je voudrais aussi vous dire, vous avez parlé d'un hangar qu'on a cassé. Oui. Je tiens à vous dire. C'est sur le mur qui a été abattu, la population n'est pas d'accord avec vous. Oui, parce que le mur n'était plus. Ils disent qu'il a dû quand même prendre de bons coups de pelle avant de tomber. Vous n'étiez pas là pour filmer. Non, justement, c'est dommage. C'est dommage. Alors, en tout cas, je n'ai pas là pour prendre la défense de ce projet. Je vous dis, tiens, ce mur, effectivement, comme bien d'autres, vous avez le mur qui est en face de la mairie, là. On doit pouvoir aussi mettre un confortement pour conforter ce mur-là. Parce qu'il peut tomber d'un moment à l'autre. Ce sont des murs qui datent il y a plus d'un siècle. Donc, qui datent de longtemps. Donc, on ne peut pas résister à l'état maternel. Donc, alors, ce mur-là, qui était là, donc, alors, je crois que moi, j'ai posé la question, c'est la dame. Je lui ai posé la question. On m'a dit, il fait voir, de toute façon, par les spécialistes, ne va pas tenir. Donc, il est préférable de les raser. Mais pour revenir à la chose la plus importante, très importante, le hangar. Ce hangar était occupé initialement par M. Portier, qui est parti à la retraite. J'ai dit que tous ces gens ont été indemnisés. Le terrain ne leur appartenant pas. Ils ont été indemnisés pour leur hangar, pour leur retraite. M. Portier étant parti à la retraite depuis tantôt, il y a un jeune, à la personne de M. Jean-Marie Krami, qui exerçait des activités qui a repris un peu le flambeau. C'est ça, hein, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est réparation, construction navale. Quand on est venu pour pouvoir acheter le terrain, la Seine-Samar devrait déplacer, recaser M. Jean-Marie Krami. Monsieur Lakia, pour ne pas le citer, de la Seine-Samar, que j'ai consulté plusieurs fois, attendait effectivement d'avoir un peu de financement pour réaliser cette opération. N'ayant pas eu de financement, ça ne pouvait pas se faire et la dame attendait pour pouvoir prendre possession de son terrain. Le jeune est venu me voir plusieurs fois. Je suis retourné encore vers la Seine-Samar pour pouvoir l'enlever de là. N'ayant pas de crédit, ce jeune ayant une activité que je veux valoriser, c'est un jeune effectivement qui emploie d'autres jeunes et qui
développe une activité qu'on ne trouve pas, je l'ai aidé à aller sur le port, à l'arrière-port, un endroit où on transfère un port à sac, pour tout ce qui est maintenance de bateaux, maintenance des bateaux plaisance, et même des bateaux qui partent sur large pour lui, je pense dans le cadre de l'aménagement de ce port, l'agrandissement de ce port, faire ce port à sec. Donc on a été le positionner, le placer là. On a fait pour lui la plateforme, on a fait venir 2 conteneurs pour pouvoir, je ne sais pas si vous êtes allé voir, ces 2 conteneurs sont sur place pour pouvoir permettre à ce jeune d'exercer son activité. Alors, ce baraque, quand je lui ai demandé, enfin, la dame l'a dit, tiens, on peut s'en débarrasser. Et c'est comme ça, justement, cette dame a mis sur les réseaux sociaux, elle ne voulait pas casser, elle ne voulait pas raser ça comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Elle a mis sur les réseaux sociaux, pour lui, il y a un hangar où il y a de jolies poutres, de la tôle, les planches qu'on peut récupérer. Elle a voulu qu'on récupère. Là, c'est ça sur Internet. Et comme ça, les gens ont vu. Et c'est comme ça que les gens ont su que finalement, elle allait commencer les travaux et que ça a mis la pousse à l'oreille à tout le monde. Et on a empêché de démonter la baraque. Donc elle n'a se douté de rien, vraiment. Elle a publié. Oui, parce que les gens sont bons noirs, justement, les sont bons noirs, donc elle a publié effectivement qu'il allait y avoir ce bâtiment qu'on va raser. Elle invitait les gens à venir récupérer ces matériaux. Et c'est comme ça finalement, les gens ont su qu'il allait y avoir ça et ils se sont opposés au démontage de ce bâtiment. C'est comme ça que c'est parti. Oui. Mais je vous assure que, compte tenu qu'on a empêché de rentrer sur son terrain, elle a fait venir après, du fait qu'on a empêché de démonter, après elle a fait venir le camion de tube, on a empêché au camion d'accéder à son terrain, et là, elle s'est dit, ben non, elle a déposé plainte. Après le week-end d'après, on est venu, on a fait un coup de main, on a fait occupation du terrain avec qu'elle a rencontré tout ça, elle s'est dit, tiens, elle est quand même propriétaire de son terrain, on ne peut pas l'empêcher de rentrer sur son terrain. Donc c'est de ce fait, c'est à partir de là qu'elle a dû faire venir les forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser effectivement le démontage de ce hangar. C'est comme ça que ça a dégénéré. Voilà. Mais s'agissant de cette affaire, je peux vous dire que moi, Victor Antoine, j'ai pris toute disposition pour que ce jeune ait la possibilité d'exercer, de poursuivre son activité. On nous a dit qu'il a effectivement été relocalisé, ça on n'a rien à vous dire là-dessus, mais pour clore, si vous avez un message quand même peut-être pour apaiser les tensions sur la commune, parce que ça tient quand même à cœur à beaucoup de Port-Louisiens qui se pensent dépossédés d'une partie de leur terre en fait, terre commune on va dire, pas propriété privée mais une terre commune. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, je les comprends aisément. Et je dis, tiens, cette posture, cette position est aussi la mienne. Mais je leur dis, aujourd'hui, cette dame est propriétaire. Mais il va falloir penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du foncier de façon plus globale. Et ne pas le voir au cas par cas. Sinon, on ne va jamais rien régler. On va se battre entre nous à chaque fois. Mais aucun problème ne va être réglé. Alors, je voudrais qu'il y ait tout apaisement. Je voudrais que finalement qu'on revienne à la sérénité et qu'on revienne au bon sens. Ceux qui ont commis l'erreur, qu'ils avouent qu'ils ont commis cette erreur et qu'ils appellent à ce que finalement qu'on vive en bonne intelligence sur ce territoire. Qu'on vive en bonne intelligence sur ce territoire. Moi j'ai une petite idée à vous soumettre. Cette dame pourrait peut-être éventuellement revendre à la commune. Oui. Alors, revendre à la commune, je ne sais pas si... à la commune ou en particulier ou un autre. Je crois que c'est une idée qui me tient, effectivement. Mais comme elle tient à son projet, je l'ai dit, de lui dire, de vendre, si jamais elle trouve quelqu'un, de vendre. J'ai un gros propriétaire foncier derrière qui m'a dit qu'il était intéressé. Je lui ai même dit que je lui mets en relation avec cette dame, avec ce monsieur. Mais maintenant, non, il tient à faire son projet. Malgré toutes les complications que ça a. Elle m'a dit qu'elle tient à faire son projet. Je lui ai dit ça. Dans l'échange qu'on a eu, je me suis avancé. Je lui ai même dit, excusez-moi, mais je vous propose cette solution. Elle m'a dit non, elle comprend très bien. Monsieur le monsieur comprend très bien, mais j'ai mon projet, j'ai déjà trop investi pour mon projet, donc je ne tiens pas à faire machine arrière. Je me suis arrêté là. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie pour pouvoir faire circuler l'information et merci d'avoir toujours été disponible et puis de chercher effectivement à faire en sorte que vous ayez tous les sons de cloche. Exactement. Merci encore monsieur. Merci.